L'histoire débute avec Rudo, un orphelin des bidonvilles, dont le passe-temps est de voler les ordures des riches. Ce monde est scindé. La ville blanche fortifiée pour les nantis et les taudis noirs extérieurs pour les rebuts, comme Rudo. Dans ce monde, une légende dit que chaque objet a une âme, révélant son potentiel si on en prend soin, le rendant précieux. Mais les riches jettent tout ce qui est à peine usé, et tout finit dans un immense site de collecte, puis dans la grande fosse avec les criminels. Un jour, chez les riches, une femme dit à sa fille de jeter sa peluche abîmée. Elle affirme que la réparer la rendrait laide et qu'elles peuvent toujours en acheter une neuve. La fillette, sans hésiter, l'abandonne, essuyant son visage, et parle déjà de vouloir un chaton pour la prochaine. Ensuite, sa mère emballe les ordures et les jette dans une bouche d'aération souterraine qui les mène à un camion-benne. Le camion arrive au site de collecte et Rudo en saute, se dirigeant vers une pièce annexe pour y chercher tout ce qui pourrait être utile. Là, il fait accidentellement trop de bruit, alertant le garde. Celui-ci fait irruption, pointe son arme sur le garçon, lui demandant s'il est le fameux pilleur d'ordures, puis écrase le bouton d'alarme pour appeler des renforts. Rudo attrape les débris les plus proches et les lance sur les gardes. Quelques œufs pourris s'écrasent sur leurs uniformes impeccables et cela suffit à les laisser figer, trop dégoûtés pour réagir. Pendant qu'il reste tout sous le choc, Rudo remonte la bouche d'aération sans un regard en arrière. Il atteint la surface près de la sortie mais sa chance tourne. Le portail se referme juste devant lui. Avant qu'il ne puisse élaborer un plan B, d'autres gardes arrivent et ouvrent de le feu. Rudo esquive le chaos et sprinte vers le mur. Une balle lui érafle le bras mais il parvient tout de même à sauter par-dessus et à disparaître dans l'ombre. Derrière, les gardes crient qu'ils ne peuvent laisser un gamin s'échapper mais Rudo a déjà rampé dans un tunnel d'égout. Meurtri et agacé, il marmonne à quel point c'est ridicule que les riches protègent leurs ordures comme un trésor national. Le lendemain, la nouvelle du pilleur d'ordures se répand comme une traînée de poudre. Les nantis peinent à croire que quelqu'un se donnerait la peine de voler des déchets. Quand ils aperçoivent le père adoptif de Rudo, des bidonvilles, ils le regardent avec dégoût, disant que les gens des taudis devraient rester de leur côté. De l'autre côté du mur, les pauvres savent déjà qui est derrière tout ce remue-ménage, et prient pour que ce gamin agaçant passe l'arme à gauche avant d'attirer les gardes chez eux. Mais Rudo s'en moque complètement et continue de réparer les débris qu'il a ramassés. C'est alors que son ami Chua apparaît et le réprimande d'être encore allé chercher des ordures, craignant que quelque chose de grave ne finisse par arriver si la gestion des déchets le surprend. Rudo lui dit que les riches jettent dans des choses parfaitement bonnes et qu'il s'en sert simplement pour gagner sa vie en les réparant et en les vendant aux habitants des bidonvilles qui, eux, les apprécieraient. À ce moment, un groupe de brutes arrive pour se moquer de lui, affirmant avoir enfin trouvé la source de la puanteur horrible du quartier. Ils disent de même à Chewo d'arrêter de traîner avec lui avant qu'elle ne finisse par sentir les ordures aussi. L'un d'eux renverse les affaires de Rudo et dit que personne n'achètera jamais rien de tout ça. Il se moque aussi de ses mains, disant qu'elles sont si dégoûtantes qu'il a besoin de gants sales juste pour les cacher. Rudo reste silencieux face à l'intimidation, mais dès qu'il le traite de fils d'un meurtrier fou, quelque chose se brise en lui. Les brutes commencent à se vanter que les bidonvilles ont été construits pour piéger les criminels comme lui et qu'ils essaient de réparer ça en regagnant du respect. Ils disent que le père de Rudo a ruiné tout leur travail avec sa réputation de tueur en série. Rudo leur lance un regard si méchant qu'ils tressaillent. Alors ils ajoutent une dernière insulte, disant qu'il finira sûrement comme son père, puis s'enfuit en panique. Une fois parti, Chewo s'approche et tente de le calmer. Elle lui dit qu'elle croit toujours en lui, puis ses yeux se posent sur la même peluche de tout à l'heure et elle sourit, émerveillée par son apparence. Rudo dit qu'elle n'est pas à vendre, mais au moment où il s'apprête à la lui donner, la mère de Chua arrive et l'entraîne loin de là. Elle la réprimande de traîner encore avec cet étrange. Se sentant anéanti, Rudo rentre chez lui voir son père adoptif, Recto, qui commence à le taquiner en imitant sa façon d'agir et plaisante sur le fait que Rudo essayait de flirter en offrant le jouet à cette jolie fille. Rudo rougit de honte, n'ayant pas réalisé qu'il était observé. Le vieil homme évoque les plongées de Rudo dans les ordures, disant qu'ils ne sont pas si pauvres pour qu'il aille si loin. Il lui demande de lui laisser ce genre de travail jusqu'à ce qu'il soit plus âgé et lui rappelle à quel point c'était dangereux la nuit dernière. Recto pense que Rudo se sent peut-être redevable de l'avoir recueilli, mais Rudo dit que ce n'est pas ça, il veut juste faire sa part en tant que membre de la famille. La conversation dévie vers Chewa, et Recto lui dit d'être un peu plus honnête avec elle, puis il remarque la coupure au bras de Rudo et commence à la soigner. Ce faisant, il lui demande d'enlever aussi ses gants. Une fois fait, ses bras d'un noir de jet sont exposés. Rudo les attribue à son vrai père, celui qui fut condamné à mort et jeté dans la fosse. Il dit qu'il a dû tout gérer seul, jugé pour son apparence et que ses mains lui font mal tout le temps. Mais depuis le jour où Recto lui a donné ses gants, les choses moins à peau sont un peu plus faciles. Après les premiers soins, le vieil homme le pousse doucement à dire à Chewa ce qu'il ressent vraiment avant que quelqu'un d'autre ne la séduise. Pendant ce temps, dehors, une silhouette mystérieuse passe la nuit à les observer discrètement. Le lendemain, après une rapide leçon de sourire de Recto, Rudo prend son courage à deux mains et part à la recherche de Chewa. En chemin, il aperçoit un homme jeté dans la fosse tandis que des gens crient des noms cruels. Il se demande ce qui arrive vraiment à ceux qui y sont précipités.
C'est alors que Chua le salue d'un joyeux bonjour. Il cache vite la peluche derrière son dos et elle mentionne doucement à quel point c'est triste que tout le monde soit forcé d'assister aux exécutions, même sans le vouloir. Elle lui dit qu'elle ne veut pas le voir finir comme ça un jour et que s'il continue à risquer sa vie, cet horrible avenir pourrait bien se réaliser. Rudo hausse les épaules et dit que Recto le harcèle toujours avec la même chose. Mais Chua sourit et lui dit que ça signifie probablement que le vieil homme tient à lui autant qu'elle. Les mots lui échappent avant qu'elle ne puisse les retenir et une fois dit, le silence s'installe entre eux. Le visage de Rudo rougit mais il tend la peluche et dit nerveusement qu'il espère qu'elle l'aimera même si elle vient des poubelles. Chua la regarde avec des yeux pétillants et dit qu'elle la chérira pour toujours. Rougissant follement, Rudo fait demi-tour et s'enfuit, impatient de montrer Recto et de tout lui raconter. Mais alors qu'il tourne un coin et se précipite par la porte d'entrée, il s'arrête net, un homme masqué se tient dans la maison et Recto est à terre, une épée profondément plantée dans sa poitrine. Rudo se jette sur l'homme masqué, désespéré de sauver Recto, mais l'agresseur le repousse facilement et le projette contre le mur. Rudo tente de se relever, à peine conscient, et regarde l'homme ramasser calmement un livre et s'éloigner. Recto essaie de parler. Quand Rudo promet de l'aider à survivre, le vieil homme, dans son dernier souffle, lui crie de s'enfuir et de changer ce monde d'ordures. Au moment où Recto s'immobilise, les gardes arrivent. Ils jettent un œil à Rudo couvert de sang et supposent le pire. Recto, la seule personne à l'avoir traité comme un membre de sa famille, est parti. Rudo tente de parler pour leur dire ce qui s'est vraiment passé, mais un des gardes le frappe au visage et l'assomme avant qu'il ne puisse dire un mot. Plus tard, les bidonvilles sont remplis de murmures. Une foule se rassemble autour de la maison, certains maudissent à tout son nom, le traitant de monstre. Même Chua est secouée et confuse, se demandant s'il pourrait vraiment être coupable. Rudo est conduit au lieu d'exécution. Ligoté en hauteur, il écoute en silence un prêtre prononcer un discours lent et formel. L'homme dit qu'un meurtrier n'a pas sa place sur leur terre et doit être jeté dans la fosse. En bas, les gens commencent à scander, le traitant de simple déchet. Rudo peut à peine comprendre ce qui se passe, il scrute la foule espérant que quelqu'un le défende. Quand il voit Chua, il rassemble ses dernières forces et lui crie, la suppliant de le croire, il jure que Recto a été assassiné et la supplie de trouver le vrai tueur. Mais au lieu de ça, Chua le traite de meurtrier, tout comme son père, et jette sa peluche avant de s'enfuir. Après cela, la foule commence à scander et à le traiter de racaille de la société. Voyant cela, Rudo s'effondre et se met à rire comme un fou, pensant que ces gens sont la vraie racaille, sans esprit propre. Au moment où le grand prêtre donne l'ordre de le jeter, Rudo aperçoit le vrai tueur dans la foule. Mais il est déjà trop tard. Les gardes le traînent vers la fosse et tandis qu'il tombe, il jure silencieusement de faire payer chacun de ces gens et de les traîner tous en enfer. Pendant la chute, il ressent soudain quelque chose d'étrange, puis tout devient noir. Plus tard, quand il se réveille enfin, Rudo se retrouve allongé sur un tas d'ordures qui sentent pire que tout ce qu'il a jamais connu. En se retournant, il voit un monstre de déchets massifs, fait de toutes les ordures jetées par les gens. Voyant cela, il panique et pense que c'est à ça que ressemble l'enfer. À ce moment, Rudo se souvient que depuis qu'il était enfant, il a toujours trouvé étrange que les riches parlent sans cesse de crimes et de saleté, mais ne se soit jamais demandé ce qu'il advenait des ordures. Une fois jeté dans la fosse, cette pensée fait bouillir son sang. Il s'énerve en pensant à tous ces imbéciles qui le traitent de monstres, alors qu'ils n'ont jamais vu les vrais monstres eux-mêmes. De retour dans la fosse, la bête géante d'ordures qui le poursuit s'arrête soudain et pousse un rugissement puissant. Ce son résonne dans la zone et attire d'autres monstres vers lui. Bientôt, il commence à l'encercler de tous côtés. Alors qu'il se rapproche, il se demande ce que sont ces choses, car les ordures ne devraient vraiment pas ramper comme des animaux sauvages. Il parvient à peine à s'écarter et continue de courir, mais trébuche et atterrit face contre terre juste à côté d'un crâne pourri. Tout son corps lui fait mal et la situation semble désespérée. Alimenté par la frustration, il maudit les gens qui l'ont jeté ici. C'est alors que le tas sous lui cède et il tombe encore. Quand il touche le fond, son corps est couvert d'éraflures et de contusions, et l'air est si sale que chaque respiration lui lacère les poumons. Il essaie de se couvrir le nez et cherche un petit endroit pour se reposer, mais il réalise enfin qu'il n'y a aucun lieu sûr ici, et que la seule chose encore vivante dans ce monde, ce sont les ordures elles-mêmes. Rudo crache tellement de sang que même le monstre d'ordures semble hésiter, s'approchant lentement pour abréger ses souffrances. À cet instant, Rudo pense que c'est la fin qu'il mérite. Mais juste au moment où il est sur le point de s'évanouir, il revoit les derniers instants de Recto défiler dans son esprit. Ce souvenir le secoue, réveillant quelque chose en lui. Soudain, il voit des objets lumineux éparpillés partout. Sans réfléchir, il attrape le plus proche, qui s'avère être un pied de biche. Alors qu'il serre fermement la poignée, il lève les yeux vers la sphère où il vivait autrefois et commence à dresser une liste de vengeance dans sa tête. Chaque personne qu'il a traitée comme une ordure figure sur la liste, mais tout en haut se trouve l'homme qui a assassiné Recto et s'est éloigné sans le moindre souci. Avec un regain de force, il balance le pied de biche et le fracasse sur le monstre d'ordure. Il se jure de rester en vie quoi qu'il en coûte, juste pour botter le cul de ce criminel. Non loin de lui, un homme assis sur un trône fait d'ordures observe la scène. Il se penche, impressionné de voir un nouveau venu chargé, couvert de sang de la tête aux pieds.
Rudo crie que le monstre pue pire que l'épée de Recto et lui assène un coup solide, mais la bête riposte violemment. Elle le projette contre une tour voisine et le manque de peu d'écraser sous les décombres. Avant que la poussière ne retombe, Rudo attrape une plus grosse barre métallique et la lance comme un boomerang en plein visage du monstre. C'est alors qu'un des monstres surgit d'en bas et le frappe, laissant Rudo dans un si mauvais état qu'il ne peut s'empêcher de cracher du sang. Alors que les créatures s'approchent d'un pour l'achever, quelque chose en lui ressurgit. Juste avant qu'ils ne bondissent, il les fixe et riposte. Il leur coupe les bras, puis attrape une plaque d'acier et en tranche un en deux. Le monstre explose derrière lui alors qu'il ressort de l'autre côté. Le danger écarté, Rudo tombe à genoux, complètement épuisé et de nouveau désespéré. Mais sa malchance n'est pas encore finie, un monstre plus grand et plus féroce apparaît derrière lui et pousse un rugissement qui appelle encore plus de renforts. Rudo s'élance à travers les collines d'ordures, mais le monstre frappe le sol et envoie une onde de choc qui le projette en l'air comme une poupée de chiffon. Quand il ouvre les yeux, il voit un homme étrange tenant un parapluie au-dessus de lui. Confus, Rudo observe l'homme masqué le soulever calmement par la capuche et le jeter de côté, ce qui le fait cracher encore plus de sang. Sans un mot, l'homme lui met un masque respiratoire sur le visage pour l'aider à récupérer, puis s'avance pour le protéger comme un héros. Toujours à essayer de comprendre, Rudo pose une rafale de questions. L'homme lève simplement la main pour lui faire signe de se taire, ce qui ne fait qu'irriter Rudo davantage. Le type lui dit poliment de rester silencieux. Rudo élève la voix et exige de savoir dans quel cauchemar ils sont, mais l'homme répond qu'ils ne sont pas sous terre et lui demande sérieusement de se calmer. Incapable d'entendre la voix de l'homme masqué, Rudo crie qu'il ne comprend pas un mot, cela pousse finalement l'homme à bout et il lui hurle en retour, traitant Rudo de singe décérébré qui doit arrêter de crier. Il s'énerve car maintenant tous les monstres des environs se dirigent vers eux à cause de la grande gueule de Rudo. Puis il explique que ces créatures sont appelées bêtes d'ordures et à moins d'être éliminées avec une arme spéciale, elles réapparaîtront. Alors que les monstres se rapprochent, l'homme masqué continue de parler comme si de rien n'était. Puis, juste avant que les créatures zone attaquent, son parapluie se met à luire et des lames acérées jaillissent du sommet. Sans prévenir, il fait tournoyer le parapluie et découpe la bête d'ordure en minuscules morceaux qui se dispersent dans l'air. Rudo observe les morceaux déchiquetés se transformer en poussière et réalise que le parapluie est l'une de ses armes spéciales dont l'homme parlait. Mais il n'y a pas le temps de réfléchir, d'autres monstres apparaissent et l'homme masqué charge sans hésitation. Le premier monstre explose dès qu'il le touche, puis il saute de l'un à l'autre à une vitesse si fulgurante que Rudo ne peut même pas suivre. Le voyant atterrir en douceur et descendre avec le parapluie comme un parachute, Rudo ressent un mélange d'admiration et d'envie, pensant que c'est exactement le genre de pouvoir dont il a besoin s'il veut un jour venger Recto. C'est alors qu'un des monstres d'ordures accumule une attaque de boue sombre dans sa gueule et la leur tire dessus. Mais l'homme masqué la bloque juste à temps avec son parapluie et la boue explose à l'impact. Sans perdre un instant, il saute sur la tête du monstre et utilise un mouvement spécial appelé Octa Shredder qui perce le crâne du monstre comme un marteau-piqueur jusqu'à ce qu'il se désintègre complètement. Après le combat, il s'approche pour vérifier l'état de Rudo et semble un peu surpris que le gamin bruyant soit toujours en vie. Quand Rudo demande faiblement qui il est, l'homme retire son masque et dit s'appeler Engine, des nettoyeurs. Mais dès qu'il sent Rudo, qui sent la couche de vieil homme, il remet vite son masque et à ce moment-là, Rudo s'évanouit enfin. Dans ses rêves, Rudo se souvient d'une fois où il était rentré couvert de boue après avoir été de nouveau intimidé. Il avait dit à Recto que c'était arrivé parce qu'il avait parlé d'objets ayant des sentiments. Recto, au lieu de s'énerver, avait souri et dit qu'il était fier que Rudo n'ait pas riposté. Mais Rudo l'avait regardé et avait dit qu'il croyait que les choses dont les gens prennent soin prennent vie, tout comme Recto le lui avait dit un jour. Entendant cela, Recto se gratta la tête et admit que l'histoire n'était pas à prendre au pied de la lettre, expliquant que c'était juste une vieille légende pour aider les enfants à comprendre l'importance de prendre soin de leurs affaires. Mais Rudo ne sembla pas s'en soucier et regarda autour de leur petite maison encombrée avant de demander si toutes les choses autour d'eux avaient aussi une âme, ce qui fit rire Recto en regardant le garçon curieux devant lui. De retour au présent, Rudo se réveille et se retrouve ligoté par des chaînes. Il commence aussitôt à maudire Engine de l'avoir piégé, mais Engine répond calmement que c'est une façon plutôt impolie de parler à quelqu'un qui vient de lui sauver la vie. Il explique que la seule raison pour laquelle il l'a ligoté était qu'il n'y avait pas d'autre moyen de le transporter pendant qu'il était évanoui. Entendant cela, Rudo lui dit de le détacher maintenant qu'il est réveillé, car il a des choses plus importantes à faire. Il dit qu'il doit trouver la crapule qui a assassiné Recto et se venger. Engine marque une pause avant de lui donner une petite dose de réalité, disant que revenir en arrière n'est pas possible pour l'instant. Il explique que le monde d'où Rudo vient s'appelle la sphère et qu'elle flotte loin dans le ciel en mouvement constant, ce qui la rend inaccessible pour le moment. Rudo saisit le sens de ses paroles et souligne que le mot « pour l'instant » signifie que ce pourrait être encore possible un jour. Il s'enflamme et commence à crier à Engine de tout lui dire sur la sphère, les monstres et l'étrange pouvoir qu'il a utilisé. Il dit qu'il ne se taira pas tant qu'il n'aura pas toutes les réponses nécessaires pour faire payer le tueur de Recto. Fatigué de l'entendre crier sans arrêt, Engine perd enfin patience et jette son masque, disant à Rudo qu'il est temps pour lui d'apprendre ce qu'est vraiment la fosse. Sans rien expliquer, il attrape Rudo et le traîne comme un chien à travers le désert jusqu'à ce qu'ils atteignent une zone déserte.
Là, il le jette à découvert et lui dit de profiter de son séjour. Rudo commence à crier qu'on ne lui a même pas dit quelle était la leçon. Mais il se tait vite quand il remarque un groupe de personnes masquées le fixant. L'un d'eux, un homme en chemise rouge, s'agite dès qu'il voit un enfant. Il bave un peu et se demande à voix haute si c'est son jour de chance. En examinant bien les vêtements de Rudo, il devine que le gamin pourrait venir de la sphère, bien que les autres soient sceptiques. Chemise rouge demande d'où il vient et quand Rudo dit qu'il est tombé d'en haut, tout le groupe jette ses masques et se précipite vers lui, débordant littéralement d'excitation. Au début, ils pensent qu'il ment car un vrai sphéroïdène ne devrait pas comprendre leur langue, mais Chemise Rouge se penche et touche le visage de Rudo pour s'en assurer, ce qui le met très mal à l'aise. Puis, de nulle part, Chemise Rouge s'excuse et propose de le déchaîner car il se sent mal pour ce que Rudo a dû traverser. Un instant, Rudo se met à croire qu'il a enfin trouvé des gens bien, pas comme Engin, mais ça change vite quand il se retrouve arnaqué, ligoté à l'arrière d'un camion. La bande masquée le regarde se débattre avec de grands sourires, car des furets comme lui valent des millions et ils ne peuvent pas se permettre de le laisser partir. Ce type à la chemise rouge fait une grimace effrayante et explique pourquoi les gens sont prêts à payer autant. Tout le monde déteste les sphérates pour avoir déversé des déchets sans fin qui empoisonnent l'air et rendent de la vie plus dure ici-bas. Respirer fait mal et des monstres immortels détruisent les maisons et écrasent les familles. Alors quand quelqu'un de cette peur apparaît, la seule chose que les gens veulent, c'est le faire souffrir le plus longtemps possible. Après ça, Chemise Rouge est excité à l'idée de torturer Rudo. Mais pour l'instant, il doit le garder en vie. Alors il lui fourre de la nourriture pourrie dans la bouche, juste pour le voir souffrir, pensant que ce doit être une pure agonie pour un gosse gâté d'en haut. Mais à son horreur, Rudo arrache la chair de ses doigts avec ses dents, mange cette nourriture dégoûtante comme si de rien n'était, et le regarde fixement. Fatigué d'être moqué et de recevoir des surnoms stupides, Rudo se met tellement en colère que ses gants s'activent. Il brise ses chaînes et dit qu'il en a marre de se faire marcher dessus. Observant de loin, Engin confirme ce qu'il soupçonnait. Rudo est un donneur, l'un des rares humains capables de donner vie aux objets. La bande panique et essaie de le ligoter à nouveau, pensant que les chaînes doivent être son arme, mais Rudo les fait taire en transformant un pneu proche, choquant tout le monde autour de lui car les donneurs ne sont pas censés avoir plus d'un objet. Après avoir éliminé le reste des voyous, Rudo s'apprête à achever Chemise Rouge pour de bon, mais Engin intervient et l'arrête juste à temps. Ce moment ramène Rudo à la réalité et il se souvient soudain des mots de Recto sur le fait de prendre soin de ses gants. Engin réalise qu'il a poussé le gamin trop loin et s'excuse, disant qu'il voulait juste voir si Rudo avait vraiment le pouvoir. Maintenant qu'il connaît la vérité, il promet de tout dire à Rudo s'il accepte de combattre aux côtés des nettoyeurs. Plus tard, dans un désert aride et dévasté, un homme assis sur un toit soupire en recevant un message d'Engin. Mais Engin promet qu'il a trouvé un vrai talent naturel qui était perdu dans le No Man's Land. Pendant qu'un docteur chauve soigne Rudo, Engin dit à l'homme qu'il n'a jamais vu de pouvoir pareil et qu'il présentera bientôt la recrue. Rudo l'interrompt rapidement et dit qu'il n'a jamais accepté de rejoindre quoi que ce soit, mais avant qu'il ne puisse continuer, la femme chauve le fait taire. Elle le réprimande pour être un gosse chanceux qui serait mort s'il avait respiré cet air toxique plus longtemps, puisqu'il a aussi été kidnappé. Elle dit qu'il devrait être à genoux pour remercier le gentil blond. Ensuite, elle les met tous les deux dehors et ses cris sont si forts que Rudo lui claque la porte au nez. Il dit à Engin qu'il est reconnaissant d'avoir payé la note, mais pour l'instant, tout ce qu'il veut, c'est des informations. Il dit qu'il n'a pas le temps de se faire attraper par une bande. Engin lui rappelle calmement qu'il est un esprit et qu'il a déjà vu ce qui arrive quand des gens comme lui se font prendre. Puis, avec un visage impassible, Engin dit que ce n'est pas le genre d'endroit où les gens donnent des informations gratuitement. Il emmène Rudo dans une ville néon qui ressemble à un rêve cyberpunk et lui achète un Big Mac. Alors que Rudo le dévore comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours, il n'en revient pas. Il pensait que la fosse n'était qu'un tas d'ordures, mais voici une vraie ville avec de la vraie nourriture. Engin lui demande son nom et dit que c'est plutôt viril. Puis il fait à Rudo un rapide aperçu de la vie au sol. Il explique qu'il ne s'agit pas seulement de tas d'ordures ici, il y a aussi des tas de sentiments sombres, et les gens d'ici appellent cette énergie l'énéma. Engin explique que l'énéma est une sorte d'énergie, et quand elle s'accumule trop, elle peut causer de sérieux problèmes, comme se transformer en bête d'ordure. Ces monstres vivent généralement dans les décharges et attaquent les gens sur place, mais de temps en temps, ils s'infiltrent aussi dans les villes. En entendant cela, Rudo demande pourquoi les gens ne restent pas enfermés dans les villes où c'est plus sûr. Engin dit que les gens d'ici tiennent trop à leur liberté pour se cacher éternellement au même endroit. Puis il dit à Rudo que les armes normales ne fonctionnent pas sur les bêtes d'ordures car leurs noyaux sont faits d'énéma. C'est là qu'interviennent les pouvoirs des gants de Rudo. Alors que Rudo regarde les gants de Recto, Engin explique que lorsqu'une personne prend soin d'un objet pendant longtemps, il absorbe ses émotions et ses souvenirs. Cela accumule de l'anima à l'intérieur et l'objet devient ce qu'on appelle un instrument vital. Tout comme un chef a son couteau préféré ou comment certaines personnes traitent leur vieil équipement comme un trésor, ces outils peuvent se transformer en armes puissantes. Les instruments vitaux sont assez forts pour détruire le noyau d'une bête d'ordure, mais ils ne sont pas faciles à utiliser. La plupart des gens ne peuvent même pas les activer. C'est là que Rudo réalise qu'il est l'un des rares à le pouvoir et Engin dit que les gens comme eux sont appelés des donneurs. Voyant à quel point c'est sérieux, Rudo repense à ce que Recto lui a toujours dit et comprend enfin que ce n'était pas juste une histoire stupide.
Anjin le dit simplement, les nettoyeurs se battent pour empêcher les bêtes d'ordures d'entrer dans la ville, et en ce moment, il manque de mois de donneurs, c'est pourquoi il veut que Rudo rejoigne l'équipe. Rudo demande si Anjin lui apprendra vraiment à remonter s'il accepte de rejoindre l'équipe. Anjin hausse les épaules et admet finalement qu'il n'a aucune idée si un retour est même possible. Cela met Rudo en colère, mais Anjin ajoute rapidement que peut-être son grand patron en sait quelque chose. Puis Anjin remarque les gants usés sur les mains de Rudo et devient curieux. Il demande qui les lui a donnés et Rudo répond doucement qu'il venait de son père. Anjin hoche la tête et dit que les riches ne semblent jamais comprendre. Si quelque chose compte vraiment, il faut en prendre soin. Il regarde les gants avec respect et dit qu'ils ont définitivement un esprit en eux. En entendant cela, Rudo commence à penser au passé. Mais alors qu'Anjin se tourne pour partir, Rudo l'arrête et dit qu'il aurait dû le mentionner plus tôt, mais qu'il lui doit vraiment la vie. Anjin accepte les remerciements et lui lance un sac d'argent, lui disant de le dépenser sagement. Surpris par la somme, Rudo demande s'il est vraiment d'accord pour la lui donner. Anjin dit nonchalamment que c'est juste l'argent qu'il a gagné en vendant les vêtements de Rudo, et c'est aussi comme ça qu'il a payé le traitement et la nourriture. Ça énerve vraiment Rudo, mais avant qu'il n'explose, Anjin s'enfuit en criant que Rudo est vraiment lent s'il lui a fallu tout ce temps pour comprendre. Il lui dit d'attendre là pendant qu'il va chercher son entraîneur. En partant, Rudo jure de quitter cette équipe stupide dès qu'il aura appris à remonter. Juste à ce moment-là, un chat décide que c'est le moment idéal pour voler l'argent et s'enfuit avec le sac dans sa gueule. Rudo se met à courir et suit le chat dans une ruelle où il remarque un bâton qui dépasse du mur et le ramasse sans trop y penser. Alors que le chat glisse un instant en essayant de sauter d'une poubelle, Rudo utilise rapidement le bâton pour le clouer au sol et parvient à récupérer son argent. Juste à ce moment-là, un étranger apparaît et dit à Rudo de rendre ce qui lui appartient. Pensant qu'il parle de l'argent, Rudo le traite de stupide et dit que c'est son argent. Mais le type répond calmement qu'il parlait du bâton. Rudo rit et dit que ce n'est qu'un bâton stupide, mais la façon dont il le dit énerve clairement le type. Sans dire un mot de plus, l'étranger pousse Rudo de côté, reprend le bâton puis commence à le renifler comme un parfait cinglé. C'est là que Rudo remarque l'emblème sur ses vêtements. C'est le même qu'Anjin portait. C'est là qu'il réalise qu'il a peut-être cherché la bagarre avec la mauvaise personne. Avant qu'il ne puisse s'excuser, le type s'active en tant que donneur et claque le bâton maintenant lumineux dans le sol, sa lumière bleue clignotant devant Rudo, alors que l'homme lui dit de se préparer à ce qui arrive. L'homme appelle le garçon par son nom et dit qu'Anjin lui a déjà tout raconté, puis il ajoute qu'il fait partie des nettoyeurs Akuta et qu'il a été assigné pour entraîner ce débutant. Il se présente comme Zenka Najuku et rappelle rapidement à Rudo de ne pas toucher aux affaires des autres. Rudo explique qu'il n'a utilisé le bâton que pour récupérer son argent d'un chat voleur, mais Zenka n'a pas l'air impressionné. Au lieu de cela, il dit à Rudo de transmettre un message à son père disant qu'il ne l'a pas bien élevé. Ça touche vraiment une corde sensible. Le visage de Rudo se crispe et on dirait qu'il est sur le point de craquer, mais ensuite il se souvient de quelque chose à un moment tranquille avec Recto, où il lui avait dit de rester calme quand les choses s'échauffent et d'essayer de penser à ce que l'autre personne pourrait ressentir. Alors que ce souvenir lui revient en tête, Rudo prend une profonde inspiration et se calme lentement. Il se dit que Zenka est probablement en colère parce qu'il a pris quelque chose qui comptait pour lui, et honnêtement, si quelqu'un essayait de prendre ses gants, il serait en colère aussi. Alors, suivant le conseil de son père, Rudo ravale sa fierté et présente des excuses calmes et sincères. Il dit qu'il n'a jamais eu l'intention de voler quelque chose d'important, et cela semble apaiser un peu l'atmosphère. En entendant cela, la lueur autour du bâton de Zenka s'estompe. Il dit que c'est bon puisque Rudo l'a rendu et s'est même excusé, puis il admet qu'il s'est un peu trop emporté et qu'il ne voulait pas effrayer son nouvel élève. Rudo reste là, stupéfait, non seulement parce qu'il a évité de se faire frapper, mais parce que c'est la première fois qu'une des leçons de Recto a réellement fonctionné. Zenka lui tend la main en disant qu'ils seront camarades désormais et le tire sur ses pieds. Après cela, Zenka demande quelle arme Rudo utilise et quel genre de pouvoir elle a. Rudo se gratte la tête et dit qu'il n'est pas vraiment sûr. Malgré tout, Zenka dit que ses gants ont l'air plutôt cool, ce qui stupéfie complètement Rudo. Il se souvient soudain comment Recto lui disait toujours d'arrêter de ressembler à un tueur en série et d'essayer de sourire davantage. Alors, juste là, il fait de son mieux pour sourire, comme il l'avait pratiqué auparavant. Zenka le regarde sous le choc, la seconde d'après, il devient fou, criant à Rudo de le manquer de respect avec un tel visage. Rudo panique et essaie d'expliquer que c'était en fait un sourire. Zenka secoue la tête et dit que c'était le sourire le plus effrayant qu'il ait vu de sa vie. Pensant que c'est peut-être un problème avec ses yeux, Rudo essaie à nouveau avec une nouvelle expression, mais cette fois c'est encore pire. Voyant cela, la mâchoire de Zenka se crispe et il demande si le gamin veut se battre. Les deux commencent à se chamailler comme des enfants dans une cour de récréation jusqu'à ce que Zenka devienne sérieux. Il dit à Rudo que le talent ne suffit pas. On ne peut pas juste travailler pour ses propres objectifs pendant que d'autres risquent leur vie chaque jour pour protéger les gens. Et si Rudo n'est même pas prêt à parler de ce pourquoi il se bat, alors peut-être que cet objectif ne vaut pas grand-chose non plus. En entendant Zenka qualifier le dernier souhait de Recto de sans valeur, Rudo craque finalement et lui dit de se taire. Il dit qu'il est très sérieux à ce sujet et ne laissera personne le dénigrer. Zenka sourit et dit qu'il a su dès leur rencontre qu'ils ne s'entendraient vraiment pas. Donc Rudo acquiesce et lève son arme, prêt à prouver son point. C'est là que Zenka remarque quelque chose d'étrange. Rudo n'utilise pas seulement ses gants
il tient une autre arme entièrement. Quelque chose qui lui fait comprendre que Rudo pourrait avoir le pouvoir de transformer tout ce qu'il touche en instrument vital. Zanka rit, disant que ce gamin est bien trop brisé, mais ça n'a toujours pas d'importance. Au final, un talent comme le sien ne peut pas se comparer à l'expérience brute. L'instant d'après, le bâton de Zanka s'écrase au sol juste devant Rudo, puis il se précipite avec une rafale de coups lourds, forçant Rudo à reculer pas à pas. Tout en le frappant, Zanka se moque de lui et dit que c'est un peu triste de se faire tabasser par quelque chose d'aussi faible qu'un bâton. Rudo réussit enfin un coup qui érafle à peine la joue de Zanka, mais avant qu'il ne puisse enchaîner, l'homme abat son bâton d'un coup net et le met à terre. Zanka ricane et commence à penser que le pouvoir de ce gamin n'est peut-être pas si important après tout, mais ensuite, il renifle quelque chose d'étrange. En regardant la marque sur sa joue, tout son visage se tord d'horreur. Il s'avère que Rudo n'utilisait pas n'importe quel vieux bâton. Il se battait avec une ventouse de toilette et maintenant Zanka a du caca sur le visage. Voyant cela, Zanka supplie Rudo d'arrêter, mais Rudo ignore les protestations du maniaque de la propreté et continue de lui balancer la ventouse comme si c'était une épée légendaire. Zanka, qui était si confiant une seconde auparavant, passe soudainement en mode défense, esquivant chaque coup avec la panique dans les yeux. Le voir courir comme ça fait se demander à Rudo pourquoi cette arme ridicule fonctionne si bien. Il charge après son entraîneur, qui ressemble maintenant plus à une victime suppliant pour sa vie qu'à un guerrier habile. La poursuite continue jusqu'à ce qu'il sorte de la ruelle, et juste à ce moment-là, le même chat de tout à l'heure saute et fait glisser Zanka au sol. Rudo frappe à nouveau, et cette fois, la ventouse éclabousse directement les vêtements de Zanka, le laissant tremper de saleté et complètement vaincu. Après un certain temps, Enjin arrive et demande nonchalamment s'il est en retard, et si les deux sont déjà devenus les meilleurs amis du monde. Pendant qu'ils les mettent au courant, pendant le trajet, Enjin rit si fort qu'il manque de faire s'écraser le camion, et plaisante en disant que Rudo a scellé l'affaire avec un véritable barrage de caca. Zanka reste silencieux, couvrant son visage de honte, tandis que Rudo reste recroquevillé dans une pose maladroite, réalisant lentement à quel point tout le combat s'est avéré ridicule, et à quel point il était devenu arrogant. Pour détendre l'atmosphère, Enjin se tourne vers Rudo et dit que Zanka est en fait un type bien et qu'il sera son professeur à partir de maintenant. En entendant cela, l'humeur de Zanka change légèrement alors qu'il se redresse un peu, visiblement satisfait des éloges. Juste à ce moment-là, une fille rousse nommée Rio apparaît sur la banquette arrière comme si elle avait toujours été là. Elle dit qu'elle était curieuse et voulait voir ce qui se passait et commence à jouer avec ses cheveux comme s'ils se connaissaient depuis des années, tandis que Rudo reste là, confus, pensant que la vie dans la fosse n'est peut-être pas si mauvaise après tout. Alors qu'Enjin continue de conduire, il leur dit que leur prochain arrêt est le QG des nettoyeurs. Pendant que Rio continue de jouer avec ses cheveux, ils arrivent à une décharge pleine de bâtiments en ruine et de montagnes de voitures accidentées à l'extérieur d'une base fortifiée. Après qu'Enjin ait franchi le portail et se soit garé à l'intérieur, Rio fait un geste de la main en sortant, l'air satisfaite, tandis que Rudo reste là, stupéfait par le bâtiment géant qui s'avère être le QG des nettoyeurs. Quand ils entrent, Rio lui fait signe d'au revoir et Enjin appelle Rudo au comptoir d'accueil, où il le présente à une femme nommée Simu. Mais pendant la présentation, Simu plante soudain sa fourchette à quelques centimètres de son cou, non pas sur lui, mais sur les mouches agaçantes qui bourdonnent à proximité, laissant Enjin et lui sans voix. Puis elle accueille chaleureusement la nouvelle recrue et dit que bien qu'elle ait déjà entendu parler de son talent et de son origine par Enjin, elle veut quand même vérifier son potentiel par elle-même. Enjin explique que l'instrument vital de Simu est sa paire de lunettes spéciales qui lui permet de voir profondément à l'intérieur des gens pour lire leurs véritables capacités. Rudo est surpris que de tels instruments vitaux existent. Quand elle active ses lunettes et que ses yeux brillent d'or, elle entre brièvement dans l'esprit de Rudo, mais elle est instantanément repoussée. Voyant cela, Enjin demande ce qu'elle a vu, et elle explique qu'il est doué pour les choses physiques et qu'il a un lien fort avec son instrument vital. Mais le problème est que la connexion est instable, ce qui signifie qu'il a encore besoin d'entraînement pour la contrôler pleinement. Quand Simu jette un coup d'œil sur le côté, Enjin demande si quelque chose d'autre ne va pas et elle dit nonchalamment qu'il a du caca collé sur le cou, ce qui fait éclater de rire Enjin, mais il n'est pas étonnant que les mouches aient continué à bourdonner autour de lui et il taquine Rudo en lui disant qu'il doit arrêter de jouer dans les décharges. Après l'avoir remercié, Enjin l'emmène rencontrer le patron, mais en sortant, il remarque que l'expression de Simu est toujours sérieuse. Alors qu'il marche, Enjin explique qu'il y a environ 100 nettoyeurs au total qui font différents boulots, mais la plupart d'entre eux sont généralement dehors à gérer le travail partout dans la fosse. Cela dit, Enjin propose de présenter Rudo à d'autres et ouvre la porte d'une pièce voisine, pensant qu'elle serait principalement vide, mais quand plus d'une douzaine de nettoyeurs sont à l'intérieur, leur lançant des regards froids, il ferme rapidement la porte et dit qu'ils pourront faire ça plus tard. Après cela, ils atteignent la chambre du patron et juste avant que Rudo ne puisse entrer comme un idiot, Enjin l'arrête, sachant pertinemment que Rudo est probablement sur le point de faire irruption et d'exiger de savoir comment retourner à la sphère. Il le prévient que rien n'est gratuit ici-bas et que Rudo devra gagner les informations en travaillant d'abord. Puis, il lui rappelle que bien qu'il ait choisi de révéler son propre instrument vital, c'est une règle tacite de ne pas poser de questions aux autres sur le leur, surtout pas au patron qui garde le sien secret. Malgré tout, les nettoyeurs lui font confiance. Après avoir poussé un profond soupir, Rudo entre finalement dans la pièce pour la trouver complètement vide. Juste à ce moment-là, Simu apparaît et dit nonchalamment qu'elle a oublié de mentionner que le patron était absent. Rudo est déçu, ce qui fait sourire Enjin, et il lui demande alors quand le patron sera de retour, mais Simu se contente de hausser les épaules.
Engin est irrité contre le patron qui devrait respecter un peu le temps, étant donné qu'il est censé être le leader. Juste à ce moment-là, Ryo se faufile par derrière et suggère à notre garçon de l'accompagner en tant que stagiaire sur ses missions, puisqu'il ne peut pas rejoindre les nettoyeurs avant l'arrivée du patron. Elle se met dans une position inconfortable et soutient qu'elle veut en savoir plus sur lui. Après qu'elle l'ait prise en charge, ils commencent à discuter de la demande du client. Une ville voisine est confrontée à la menace de petites bêtes d'ordures qui l'approchent et ils veulent simplement s'en débarrasser. Rudo demande alors ce qu'est cette zone polluée et Simu regarde Enjin lui demandant pourquoi il n'en a toujours pas parlé au nouveau. Enjin explique qu'il l'a mentionné mais l'a renommé la zone de décharge pour que ça sonne plus simple. Simu traite le type de simplet et se tourne vers Rudo pour lui expliquer. Elle lui dit que le sol est divisé en 2 zones, l'une étant la zone sûre, habitée par les humains, et l'autre abritant les bêtes d'ordures, appelée la zone polluée. Elle ajoute que l'endroit où il a atterri inopinément était une zone polluée très spéciale appelée le No Man's Land. Il y en a actuellement 4 et la plupart des humains sont voués à mourir dans cette zone car elles sont remplies de bêtes d'ordures gigantesques que même les donneurs ont du mal à combattre. Elle dit au garçon qu'il a eu de la chance qu'Anjin se soit retrouvé par hasard dans un tel endroit, puis lui demande ce qu'il y faisait. Anjin intervient avec un argument stupide et sans intérêt, et la réceptionniste sort alors un masque de sous le bureau et le tend à Rudo. Elle lui demande de le mettre chaque fois qu'il est dans la zone polluée car respirer l'atmosphère toxique là-bas peut le rendre dangereusement malade. Elle précise que sans ce masque, une personne mourrait dans le No Man's Land en une quinzaine de minutes. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, la bande s'est déjà rendue sur le lieu de la quête et tous les nettoyeurs portent à ces masques. Ryo dit à notre garçon que ce serait un travail facile mais qu'elle veut quand même qu'il fasse attention. Rudo regarde la décharge devant lui, se demandant combien de temps il avait respiré l'air pendant qu'il y était. Cependant, cet endroit est exactement comme il s'était imaginé la fosse quand il était de retour dans la sphère, car il n'y avait aucune information sur les gens vivant ici-bas. Mais malgré tout, ses yeux pétillent quand il regarde les ordures. Car pour un voleur d'ordures, cet endroit n'est rien de moins qu'un trésor. Rudo demande à Ryo qui sont les gens à leur côté, et Ryo explique qu'ils ne sont que des soutiens, car ils n'ont pas de pouvoir comme eux. L'un des soutiens salue Rudo et lui tend la main pour une poignée, et quand Rudo fait de même, il se retrouve avec la main fermement serrée. Ryo explique à notre jeune ami que ce supporter possède une force de préhension absolument surhumaine, capable même de pulvériser la carapace externe d'une bête de déchet. Rudo s'inquiète de ne pas pouvoir du tout rivaliser avec ces gens, mais il décide néanmoins de rester très attentif pour bien observer et apprendre. À cet instant précis, les supporters les alertent, et voilà que les bêtes de déchets commencent à surgir de partout devant eux. Rudo panique complètement en apercevant tout un troupeau de ces bêtes, qui ressemblent à des chèvres, arguant que personne n'avait dit qu'il devrait en affronter autant, mais Ryo lui dit de ne plus s'en faire, car ce ne sont que des lents et en fait des monstres plutôt faibles. Les bêtes de déchets s'efforcent d'attaquer la barricade, mais elles ne parviennent même pas à y faire la moindre égratignure. Ryo dit à Rudo qu'il a vraiment de la chance d'avoir cette opportunité d'observer et d'apprendre. C'est alors qu'une bête de déchets bien plus grande, de la taille d'un taureau, surgit, et Rudo panique encore en la voyant, insistant sur le fait qu'il devrait appeler des renforts. Cependant, Ryo lui dit de se détendre, de prendre ça tranquillement. Elle affirme douter que le troupeau puisse grossir davantage que ça, et si jamais ils arrivent à les rassembler rapidement, ils pourront rentrer chez eux plus tôt. Puis de nulle part, Ryo sourit et lui dit qu'elle aimerait bien lui organiser une fête de bienvenue une fois qu'ils seront de retour. Mais il lui répond qu'il n'est même pas encore un membre officiel, alors elle suggère un tout autre genre de fête, ce qui le préoccupe profondément, se demandant comment elle peut être si sereine sur un champ de bataille. Ryo soupire en entendant ça et lui donne un conseil. Rester calme est la chose la plus cruciale dans le monde souterrain. Cette seule phrase le ramène à la concentration, mais l'ambiance retombe instantanément alors qu'une bête géante défonce soudainement le mur juste à côté d'eux. Rudo tente de garder son calme et se répète que tout va bien se passer, mais quand il regarde Ryo, elle est carrément excitée par ce monstre impressionnant, car même si ce n'est pas l'idéal pour l'entraînement, les ennemis puissants font battre son cœur. Il remarque que le ciseau que Ryo tient dans ses mains se met à briller, à quel point elle est entière de bêtes pour affronter ce béhémoth. Elle lance les ciseaux en l'air et ceci se transforme ne cesse de répéter comme un disque rayé en plein milieu des ennemis, sous contrôle toutes les bêtes de déchets autour d'elle en utilisant uniquement ses pieds, laissant Rudo complètement stupéfait. Le supporter explique que Ryo est surnommée la déchireuse et qu'elle fait partie de ces nettoyeurs très rares qui manient leur instrument vital avec leurs pieds, tandis que Rudo observe complètement émerveillé une force de préhension. Le supporter le met en garde de Ryo se déconcentrer et arrête le taureau qui fonce alors que Rudo reste là derrière mobile. Il observe les supporters affaiblir les bêtes et les lancer à Ryo, formant une véritable équipe de rêve. Il est complètement époustouflé par l'incroyable efficacité des vrais nettoyeurs et se souvient soudain de la fois où il avait dit comme un idiot qu'il offrirait son aide. Les supporters se déplacent rapidement pour empêcher les autres de se joindre au Ryo se tourne vers le plus gros. Ryo remarque qu'une seule bête est toujours bien vivante devant elle et fonce droit vers un supporter qui a trébuché sur sa corne.
Juste au moment où le gars pense que tout est fini pour lui, prouver sa valeur, Rudo bloque le pouvoir monstre dans une aura pour rougeâtre, l'empêcher de tandis que le l'arme qui dévorer, tient s'imprègne de son car énergie s'il et veut sa que forme se les transforme en un nettoyeurs motif qui partagent ressemble à une leurs toile d'araignée. informations, À cet instant il précis, ne Rudo peut commence à réfléchir à la absolument pas façon se dont il permettre utilise réellement son poids pouvoir et il est pris de peur, réalisant qu'il n'a absolument aucune idée de comment l'exploiter. Le monstre continue de pousser, d'avancer et parvient même à briser son arme. C'est alors que Ryo intervient et dit au jeune homme qu'il a fait un travail absolument formidable. Les supporters s'excusent de leur négligence et demandent à Ryo des nouvelles concernant cette énorme bête de déchets. Ryo explique que ce n'est pas du tout un monstre typique, car peu importe le nombre de fois qu'elle le coupe en deux, il ne tombe toujours pas. Les supporters retournent sur le monstre et commencent à couper les épais fils environnantes sur sa tête et ils découvrent la base intensément. Elle se demande bien ce que c'est et pendant de le détruire, mais le monstre secoue violemment la tête et la projette au loin. Après ça, il fait repousser ses cheveux, commence à se charger en énergie et devient complètement fou. L'impact de l'attaque de la bête fait voler le sol en éclats alors que son assaut atteint Rudo et l'autre nettoyeur. Rudo parvient à peine à esquiver et finit par tomber dans la fosse béante créée par l'attaque du monstre, tout en se demandant à quel point il est inutile en ce moment précis. C'est alors qu'un supporter le ramasse et s'enfuit à toute vitesse. Pendant qu'il court, il encourage Rudo en lui disant de continuer à travailler vers son objectif une fois qu'il l'aura clairement défini. À cet instant précis, Ryo parvient à repérer le point faible du monstre et frappe en plein dans la zone brillante sur sa tête avec ses énormes cisailles et le fait finalement tomber. Après le combat, elle retrouve Rudo et le supporter et leur explique que la bête a cessé de bouger au moment où elle a transpercé ce coupe-rouille. Cela les amène à se demander si c'est un instrument vital et surtout ce qu'il peut bien faire à l'intérieur d'une bête de déchets. Au même moment, Chemise Rouge, qui avait été assommé par Rudo, se réveille en état de choc, découvrant une personne mystérieuse assise juste devant lui sur un canapé. Il demande qui il est, mais l'homme ignore complètement sa question et exige plutôt de connaître l'emplacement exact de ce garçon férite. De retour au QG des nettoyeurs, Zanka se sent somnolent en traversant la cafétéria et est surpris de découvrir qu'une fête bat son plein à l'intérieur. Il s'approche de Ryo et lui demande pourquoi tout le monde est encore debout si tard et elle lui répond qu'ils organisent une fête de bienvenue pour Rudo, bien que la plupart d'entre eux semblent être venus juste pour boire et se défouler un peu. Puis il regarde autour de lui et découvre Rudo, l'air complètement déprimé, le visage collé à la table. Zanka remarque que l'invité d'honneur n'est même pas du tout heureux et Ryo explique que c'est parce qu'il n'a pas pu utiliser correctement son instrument vital durant la mission et Zanka lui pense qu'il est vraiment plutôt nul. Après ça, il interroge Ryo à propos de cette étrange bête de déchets et elle lui explique que son noyau n'était pas du tout un objet normal comme c'est le cas d'habitude. Au lieu de ça, il était alimenté par un instrument vital et c'est la toute première fois qu'un instrument vital a engendré une bête de déchets. Elle dit qu'elle n'est pas du tout sûre de ce qu'il faut faire à ce sujet, alors elle y réfléchit et que c'est désormais un problème pour les supérieurs, ce qui signifie qu'elle peut rentrer chez elle et profiter tranquillement de son dîner. Zanka n'est absolument pas surpris par son attitude, et elle lui dit qu'Enjin et Simu arriveront bientôt également. Au même moment, Rudo fixe silencieusement ses gants quand un supporter nommé Grise le rejoint à table pour le remercier chaleureusement de son aide. Grise fait savoir à Rudo qu'il a pu voir tout l'effort qu'il a mis dans le combat, mais Rudo lui répond qu'il n'a absolument rien fait. Quand Grise lui dit qu'il a sauvé la vie de Fallo, Rudo ne reconnaît absolument pas ce nom. Et Grise explique que Fallo était ce jeune supporter avec des lunettes qui a failli se faire écraser si Rudo n'avait pas arrêté la bête de déchets à temps. Pourtant, Rudo est frustré que Ryo ait dû le tirer d'affaire parce qu'il n'a pas pu utiliser son pouvoir. Il était exactement comme ça à la surface, perdant constamment le contrôle et ayant toujours recto pour le sortir du pétrin. La raison pour laquelle dit que la plupart des nettoyeurs pensent que les supporters sont tellement faibles qu'ils sont pratiquement à poids mort, besoin les d'être tirant constamment vers le bas et maintenant la plupart des joueurs pensent également de cette manière. Et Rudo lui le fait remercie Grise encore sourit une en fois, disant que Fallo a rejoint leur équipe parce qu'il voulait combattre les monstres, mais comme il est impuissant, il travaille très dur tout en prenant grand soin de son objet, espérant qu'il deviendra un donneur et pourra se venger de tous ces donneurs qui se moquent de lui parce qu'il est un faible. Après ça, il conseille à Rudo d'oublier toutes les attentes et de se souvenir de ce qu'était son objectif depuis le tout début. En entendant cela, Rudo se demande bien ce que cela devrait être et Grise lui dit de se souvenir de son regret, de ce qu'il a ressenti quand il a été jeté dans la fosse et son objectif lui viendra alors naturellement. Finalement, Grise lui dit d'être confiant et lui tapote la tête, ce qui rend Rudo vraiment très ému, mais ce moment est rapidement gâché quand Enjin s'appuie sur lui par derrière. Enjin est surpris que Rudo n'ait pas encore mangé et Ryo le prévient qu'il ne restera plus du tout de nourriture pour lui, même si c'est elle qui en a mangé la majeure partie, il faut bien le dire. Cela dit, Grise invite Rudo à manger avec lui et les autres, et Rudo est complètement stupéfait quand il voit tout le monde lui sourire si chaleureusement, alors il accepte joyeusement de les suivre. Après ça, la musique commence à jouer et un gaz étrange se met à faire des graffitis sur le mur à la bombe. Enjin dit à Rudo de bien observer le nom de Gob, car c'est un homme qui fait absolument ce qu'il veut, avec une confiance inébranlable. Pendant que Gob peint, la foule lui crie d'arrêter parce que la peinture avec une lueur brillante dans les yeux, Gob continue son œuvre et Rudo est complètement émerveillé par sa détermination. Demande Pendant ce temps, dans une pièce sombre, Chemise Rouge est blessé de la tête aux pieds et supplie l'homme de l'épargner car il lui a déjà dit absolument tout ce qu'il sait. L'homme maléfique exauce son vœu en lui enfonçant une lame dans la bouche et en la retirant rapidement, tout en répétant la description de Rudo que Chemise Rouge lui avait fournie. Plus tard, quand Semu revient à la réception, elle reçoit un appel d'un client et appelle ensuite Zanka et Rudo, ainsi que tous les supporters pour les informer de la requête.
Zanka se plaint à la réceptionniste d'envoyer Rudo avec eux puisqu'il n'a pas encore officiellement rejoint les nettoyeurs. Semu répond qu'elle a spécifiquement fait appel à Rudo parce que la demande est tout à fait liée à lui. Elle explique qu'un marchand s'est fait voler sa cargaison par une bête de déchets alors qu'il traversait la zone polluée et leur a maintenant demandé de récupérer ses affaires. Et elle ajoute que le client vit avec un esprit exactement comme Rudo, c'est pourquoi elle pense que cela pourrait aider Rudo à obtenir un indice sur son chemin de retour vers la surface. Grise réalise que Rudo pourrait être inquiet et lui dit qu'il a tout à fait le choix d'y aller ou non. Rudo regarde ses gants, pensant qu'il pourrait bien finir par gêner les autres, mais il décide quand même de tenter sa chance et répond qu'il est tout à fait prêt à les accompagner. Quand Semu sent que Zanka pourrait être mal à l'aise, elle trouve un moyen de le motiver en lui disant qu'Honjin a répondu, en affirmant que Zanka peut absolument tout gérer. Cela change complètement l'humeur de Zanka alors qu'il prend joyeusement le rôle de leader. En chemin vers la mission, Rudo demande à Grise s'il ne porte pas d'armes, ce à quoi Grise explique qu'il a bien un couteau de rechange mais qu'il préfère de loin se battre à main nue. Falo taquine Grise en révélant qu'il prit un talisman aléatoire chaque fois qu'il part au combat, et pendant que Grise est en train de montrer son objet, soudain, ils sont surpris par une étrangère debout derrière eux portant un masque effrayant. L'étrangère explique qu'elle est la cliente et remercie tout le monde d'être venu pour sa requête. Elle dit qu'elle va les guider jusqu'au repère de la bête de déchets. Rudo s'excite et pose rapidement tout un tas de questions sur les Sfuries. La marchande répond simplement qu'elle transportait sa cargaison quand elle est tombée sur les Sfuries et les a recueillis. Mais comme ils étaient inconscients, même elle s'inquiète beaucoup pour eux. Rudo prend un air très sérieux et demande si elle a l'intention de vendre ce ferry. La marchande nie faire une telle chose et précise qu'elle n'a d'intérêt que pour les sphéroïdes et rien d'autre. Pendant que le groupe suit la marchande, Zanka trouve que tout est vraiment très suspect, car les bêtes de déchets attaquent généralement les humains à vue et il se demande pourquoi l'une d'elles irait jusqu'à kidnapper un humain au lieu de l'anéantir purement et simplement. Juste après quelques pas, la marchande pointe un bâtiment disant à tout le monde que c'est là qu'elle est tombée sur la bête de déchets. Zanka demande à chacun de s'équiper car la bête de déchets pourrait se cacher absolument n'importe où. Juste au moment où ils entrent hésitamment dans le bâtiment, ils aperçoivent quelqu'un à l'extrémité opposée, mais avant qu'ils ne puissent réagir, la marchande commence à les pousser dans cette direction. Au moment où tout le monde réalise que la personne à l'extrémité opposée n'est qu'une simple poupée, il est déjà bien trop tard et le sol s'effondre, faisant tomber tout le monde, tandis que la marchande, elle, saute en arrière. Après que Rudo se soit remis, il se demande pourquoi le sol s'est soudainement transformé en boue, et la fille demande poliment si tout le monde va bien. Grise lui demande avec colère où se trouve l'esprit qu'elle a mentionné, et elle sourit en désignant l'esprit juste devant eux, puis elles fond dans la boue. Ensuite, deux silhouettes louches marchent vers eux, munies de lampes violettes, et Zanka réalise que c'était en fait tout un piège tendu par les pillards pour attraper l'esprit qu'ils recherchent, qui n'est autre que Rudo. Rudo est confus, ne sachant pas ce que sont les pillards, et Grise lui explique qu'ils n'étaient que de petits bandits dans le passé. Mais leurs tactiques ont complètement changé au cours des dernières années, après qu'ils aient commencé à mener des expériences secrètes, et le pire dans tout ça, c'est qu'ils sont tous de puissants donneurs. Puis, il ordonne à 3 de ses hommes de trouver une voie d'évacuation pendant que lui et Falo soutiennent Rudo. Après ça, il dit à Zanka que les plus forts sont tous pour lui, ce qui inquiète Rudo un instant, mais quand Falo lui crie dessus, il décide de s'enfuir avec les autres, sans plus attendre. Alors qu'il court, Rudo dit qu'il peut les affronter, mais Grise lui dit que les pillards ne sont pas de simples kidnappeurs ordinaires et qu'il n'a absolument aucune idée de ce dont les pillards sont réellement capables, ce qui frustre Rudo. Au même moment, Zanka dit qu'il savait déjà qu'il ne faudrait pas beaucoup de temps aux pillards pour découvrir qu'il y a un esprit parmi les nettoyeurs. Il est surpris qu'il l'ait trouvé si tôt, mais cela a du sens, car le vendre pourrait les rendre riches pour toute une vie. Cependant, la dame effrayante révèle qu'elle n'a absolument aucune intention de le vendre. Au lieu de cela, les pillards veulent des informations sur la sphère, et la meilleure façon d'obtenir cela est de demander à Isfuri, surtout pour savoir comment il a survécu en traversant la barrière, et ce, vivant. Alors que Zanka enlève son masque, il dit qu'il se fiche complètement de la sphère, et confirme qu'il n'y a absolument aucune bête de déchets aux alentours. La dame le confirme en invoquant ses poupées debout, et après avoir vu son pouvoir, Zanka comprend rapidement que le sol se transformant en boue était en fait son pouvoir, son habileté. Zanka active rapidement son instrument vital en arguant que s'occuper de ses marionnettes de boue molle et visqueuse ne sera pas du tout difficile pour lui. La dame pillarde se moque de Zanka pour l'avoir oublié à cause de son excès de confiance, et c'est alors que la dame déguise l'autre pillarde parmi ses marionnettes et joue un jeu de cache-cache dernier, où Zanka doit absolument deviner lequel d'entre eux est réellement lui. Zanka déplace son arme dans toutes les directions possibles, espérant attraper l'autre pillard, mais chaque fois il finit par être battu et est finalement repoussé vers l'arrière. Il se met très en colère et fait une tentative futile de se rapprocher de la dame, mais il se retrouve piégé dans sa boue, incapable de bouger. Elle explique comment elle a transformé de nombreuses parties du sol en boue, afin que vous ne puissiez pas beaucoup bouger et que vous restiez complètement coincé. La dame précise que Zanka est le seul ici qui a réellement une chance de l'affronter, et une fois qu'elle se sera occupée de lui, personne ne pourra l'empêcher de kidnapper le sphéroïde. Zanka coupe la parole à la dame en déclarant bruyamment que ses tactiques stupides l'irritent énormément. Il semble qu'il ait enfin compris sa stratégie et explique comment elle utilise simplement sa pelle pour contrôler la boue, tandis que son compagnon, lui, utilise un instrument vital pour infliger des dégâts. Il ajoute que son compagnon porte des raquettes, ce qui lui permet de marcher sur ce sol instable, et maintenant qu'il a enfin compris toute leur tactique, il se sent vraiment excité à l'idée de les abattre.
La dame le prend en dérision et avertit Zanka que les choses vont devenir bien plus difficiles pour lui, mais il reste confiant et répond qu'il connaît son instrument vital bien mieux que quiconque, puisqu'il le sent et s'entraîne avec lui quotidiennement. La dame est irritée par son long discours et envoie ses monstres de boue à l'attaque, mais Zanka ramasse rapidement sa canne et la frappe violemment sur le sol. Il utilise les vibrations soniques pour localiser les pillards et se précipite directement vers eux, les éliminant tous les deux en un instant sans leur laisser de chance. Alors que la dame tombe, tous ces monstres de compagnie redeviennent de la boue, et juste au moment où Zanka devient un peu trop arrogant, il sent une forte présence juste derrière lui, qui s'avère être l'homme maléfique qui torturait le chemise rouge un peu plus tôt. Pendant ce temps, Rudo et les supporters ont réussi à atteindre la porte de sortie. Grise l'ouvre et y découvre un escalier et il donne l'ordre au reste des supporters de monter et d'appeler des renforts pendant que lui reste derrière pour vérifier l'état de Zanka. C'est alors qu'il voit quelqu'un se précipiter vers eux et suppose que ce doit être Zanka, pensant qu'il a déjà réglé le problème avec les pillards. Cependant, il s'avère que c'est en fait le chef de l'ennemi. Le pillard jette un regard très attentif à Rudo, confirmant ainsi s'il est bien leur cible. Il saute sur la porte de sortie et défonce le mur, bloquant ainsi la sortie alors qu'il reconnaît Rudo comme étant le donneur sphérique. Grise le prévient que Rudo fait désormais partie des nettoyeurs et que s'en prendre à lui fera de lui l'ennemi de tous, absolument tous. Le méchant ignore complètement l'avertissement et dit qu'il était en retard uniquement à cause de son très mauvais sens de l'orientation. Il affirme n'avoir jamais eu l'intention de leur laisser autant de temps, puis il commence à marcher vers eux. Pendant que Grise essaie de lui demander où se trouve Zanka, le pillard le repousse à nouveau et dit à Rudo qu'il y a quelqu'un qui veut absolument discuter avec lui. Le pillard enlève le masque de Rudo avec force, lui disant qu'il n'y a absolument aucune bête de déchet ici, et quand Rudo demande des nouvelles de Zanka, le méchant dit qu'il a été indulgent avec lui et l'a seulement assommé, bien que le poison puisse lui donner du fil à retordre, et ce, sérieusement. Le pillard utilise ensuite son instrument vital pour transformer les anneaux qu'il porte à ses doigts en griffes acérées, alors qu'il exhorte Rudo à venir tranquillement avec lui. Les deux supporters lui sautent dessus pour essayer de le retenir, mais ils échouent lamentablement et sont violemment projetés au sol. Alors que le chef prépare à nouveau ses griffes, Grise s'interpose devant Rudo, jurant de protéger son équipe à tout prix, quoi qu'il arrive. Le chef abaisse ses griffes et se moque de ce qu'il a entendu sur ces soi-disant faibles supporters que les nettoyeurs ont, disant qu'ils sont complètement inutiles et ne peuvent absolument rien protéger. Rudo dit à Grise de reculer puisqu'il ne peut pas combattre le pillard désarmé et insiste sur le fait qu'il peut s'en occuper lui-même. Le chef demande ensuite à Rudo de promettre qu'il ne se mettra pas en colère et révèle qu'il a déjà assassiné Grise avec une attaque que personne n'a même pu voir, tellement elle était rapide. Le pillard transperce Grise de ses griffes et déclare que les faibles comme lui sont complètement inutiles, sans aucune valeur. Le porte-bonheur de Grise tombe alors qu'il meurt et Rudo tend rapidement la main pour l'attraper. La mémoire de Rudo le ramène à l'époque où Recto est rentré à la maison et l'a trouvé en train de se cogner la tête contre le mur comme un luminique, du sang coulant sur tout son visage, partout. Après avoir couché le petit garçon, Recto lui demande pourquoi il a fait ça, et Rudo répond que Recto lui a appris à ne jamais faire de mal aux autres. Voir le garçon se faire du mal à lui-même donne plutôt un sacré mal de tête à Recto, mais il s'assied et lui demande ce qui l'a poussé à faire ça. Il riait de la douleur et ses mains avaient commencé à s'estomper et il évitait les gens. Rudo dit qu'il n'y a rien de particulier, mais la seule chose qu'il porte en lui, c'est une haine brûlante, et même si quelqu'un lui demande pourquoi, il ne peut absolument pas le mettre en mots. En entendant cela, Recto comprend que le garçon pense que ses parents l'ont abandonné et croit maintenant qu'il est inutile à cause de ça, et un enfant comme lui ne peut pas gérer des émotions aussi lourdes. Puis, Rudo demande ce que signifie vraiment inutile, mais Recto décide de le soigner et de l'emmener dehors, car l'une des raisons de la tristesse de Rudo est de ne rien avoir d'amusant à faire, absolument rien. Il devrait découvrir tout ce qui existe là-bas jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose qu'il puisse vraiment apprécier. Recto l'encourage, lui disant qu'il y aura un jour où sa chambre vide sera remplie de toutes les choses qu'il aime, mais il lui fait promettre de le prévenir bien à l'avance s'il veut un jour ramener une fille à la maison. Après ça, ils vont à la bibliothèque du village reculé pour lire des livres, puis il essaie d'apprendre le foot à Rudo, mais le garçon innocent a pitié du ballon et commence à le caresser. Ensuite, ils essaient de cuisiner et Rudo montre qu'il est très doué pour couper les légumes, si doué qu'il coupe même la planche, pensant à l'échec cuisant. Recto est content que le petit ait au moins montré de l'énergie et ils ont tout le temps de trouver ce qu'il aime. Juste ça, et Ruto voit un villageois jeter des ordures et demande à Recto ce qu'il fait. Il trouve les objets jetés si fascinants qu'il défonce la porte et plonge dans la benne à ordures. Quand Recto le rattrape, il voit le garçon pleurer à chaudes larmes en tenant fermement l'objet, laissant Recto confus quant à l'émotion qu'il ressent. Ruto crie que c'est horrible, que l'objet avec une longue vie devant lui a été jeté simplement parce qu'il est légèrement cassé. Il hurle sans arrêt qu'il veut le réparer et Recto réalise que Ruto ne projette pas seulement ses sentiments sur lui-même, mais qu'il voit réellement de la valeur dans des choses que d'autres considèrent déjà sans valeur. De retour au présent, Rudo éveille le pouvoir à l'intérieur du porte-bonheur de Gris, et Gris, qui s'accroche tant à la vie, comprend enfin pourquoi il n'avait jamais pu l'activer auparavant. Personne n'avait jamais vraiment compris sa nature jusqu'à présent. La capacité de Rudo ne transforme pas simplement des objets aléatoires en instruments vitaux. Au lieu de cela, elle révèle leur véritable valeur cachée. Rudo transforme le porte-bonheur en une arme défensive avec un grand œil. Et au lieu de paniquer, le méchant bave juste dessus.
Le méchant devient curieux et demande à Ruto si c'est son instrument vital, impatient de tout savoir à son sujet. Pendant ce temps, l'autre soutien transporte Grise en sécurité et essaie de lui prodiguer les premiers soins. Ruto se souvient que Grise était la raison pour laquelle il avait réalisé ce qu'il voulait vraiment faire. Et si Grise ne lui avait pas fait voir ça, il serait encore perdu. Pensant cela, Rudo se prépare à frapper l'ennemi de toutes ses forces. Le Raider dit qu'il adore les donneurs forts et tend ses griffes, se présentant comme Jabberwonger. Jabber dit qu'il veut s'amuser et demande son nom à Rudo. Après l'introduction, il s'excite comme un maniaque, disant qu'il veut qu'ils se déchirent mutuellement puis fonce vers Rudo. D'un autre côté, l'autre soutien a du mal à retenir Gris, mais le sang continue de couler abondamment. Gris regarde Rudo se battre et réalise que la raison pour laquelle il ne pouvait pas se battre avant était que ses émotions avaient obscurci son objectif principal, mais maintenant il n'y a plus rien pour le distraire. De retour au combat, Jabber saute en arrière et s'accroche au mur, demandant à Ruto pourquoi il ne vient pas à lui. Ruto lui dit de venir lui-même, et le Raider fait exactement ça, sautant par-dessus Ruto avec une puissante attaque. Cependant, il se retrouve à atterrir sur le sol, car Ruto l'a déjà esquivé d'une manière ou d'une autre. Jabber continue avec un barrage d'attaques, mais Ruto les esquive toutes, sans exception. Finalement, quand Jabber demande pourquoi ses attaques ne l'atteignent même pas, Rudo explique que son ami Grise a prié pour que tout le monde revienne sain et sauf signifie indemne. C'est pourquoi il se concentre sur la défense afin qu'aucune des attaques de l'ennemi ne puisse même le toucher. Jabber dit que l'instrument vital de Rudo semble seulement augmenter sa capacité à esquiver, et il dit à Rudo à quel point ce serait inutile s'il ne pouvait même pas l'attaquer. Rudo souligne que Jabber a manqué le fait depuis le début. Il s'avère que Rudo n'a pas fait un seul pas, pourtant il esquive toujours chaque attaque et le seul mouvement de tout ce temps était Jabber lui-même, ce qui signifie que Rudo peut prédire chacun de ses mouvements. Alors que Jabber se précipite à nouveau sur lui, Rudo utilise son instrument vital pour le paralyser et comme son talisman ne peut pas réellement attaquer, il enchaîne avec un coup de poing pour l'éloigner car les poings sont l'arme préférée de Grise et il souhaite honorer son camarade. Le Raider saigne du nez mais rit toujours comme un maniaque, impressionné que Rudo ait utilisé le grand instrument effrayant pour guider ses mouvements et finalement le frapper avec son poing. Rudo rappelle au gars que c'est lui qui voulait s'amuser, alors il est plus qu'heureux de jouer le jeu jusqu'à ce qu'il en fasse un tas d'ordures gisant sur le sol. L'entendre manquer de respect de la sorte énerve vraiment Jabber et il plaisante en disant que Rudo est plutôt froid pour ne pas se sentir coupable d'être un homme sans pitié. Au moment où Rudo lui dit qu'il est sur la seule exception, Jabber apparaît derrière lui, prêt à frapper, mais Rudo le paralyse à nouveau et lui assène un autre coup de poing brutal dans le ventre qui envoie Jabber et son sourire effrayant voler. Le boss récupère rapidement, cependant, sautant si vite que des nuages de poussière se forment tout autour de lui, ce qui rend impossible pour les yeux de Rudo de le suivre et Jabber l'attaque par surprise en brisant des piliers et en lui lançant des dalles de toutes les directions. Il force finalement Rudo à se protéger les yeux et charge pour le frapper. Avec le porte-bonheur, l'œil le fige une fois de plus, permettant à Rudo de presque lui fracasser le crâne, bien que Jabber parvienne à s'échapper à la dernière seconde. Riant comme un maniaque, il charge à nouveau, sautant encore plus vite qu'avant, mais l'œil omniscient le fige dès qu'il s'approche et Rudo repousse le fou une fois de plus. Après cela, le fou rebondit si vite qu'il ressemble à un flou, mais Rudo continue de bloquer ses attaques et de le tabasser, tandis que Jabber ricane dans sa folie. Rudo le fait taire avec un dernier combo de 2 coups de poing qui l'assomme un instant, le faisant trébucher en arrière jusqu'à ce qu'il tombe contre le mur. Le voyant halter comme un chien, Rudo lui dit d'abandonner, mais Jabber ne fait que sourire car cela faisait longtemps qu'il n'avait pas été battu aussi sévèrement, et il pense que Rudo a probablement apprécié aussi. Rudo est effrayé par son expression laide, mais soudain le fou devient sérieux et explique sa théorie selon laquelle l'instrument vital de Rudo fonctionne probablement en détectant l'intention de tuer d'un ennemi, puis en les déplaçant hors de danger. Cependant, il a remarqué en lançant les dalles qu'une pierre, les choses sans soif de sang, ne déclenche pas du tout l'instrument. Puis, avec un sourire tordu, il commence à expliquer le pouvoir de son propre instrument vital Mankira, disant que la griffe droite porte un poison assez fort pour paralyser la cible jusqu'à ce qu'elle puisse à peine respirer, avant de la percer soudainement profondément dans sa poitrine. Rudo regarde avec confusion tandis que le fou rit de pur plaisir face à la douleur, et c'est alors que Jabber explique que s'il s'évanouit à cause du poison, et que son corps inconscient continue de se battre, il n'y aura aucune intention de tuer à détecter. Alors qu'il exprime à quel point il est excité de voir ce qui va se passer, sa conscience s'estompe lentement et Rudo regarde silencieusement avec horreur son corps tressaillir. Ses yeux roulent lentement en arrière et le mur derrière lui se brise. Après que Jabber se soit assommé avec son propre poison, il pousse soudain un grand cri avec des yeux vides et sans vie et charge le garçon avec une force terrifiante.
Rudo panique, réalisant que son adversaire semble être de retour à pleine puissance, et puis remarque qu'ils sont dangereusement proches des soutiens. Si un fou s'approche d'eux, quelqu'un pourrait être blessé, alors Rudo commence à courir dans la direction opposée pour l'éloigner. Jabber le poursuit, hurlant toujours, et Rudo parvient à peine à le repousser, mais le fou se relève immédiatement sans perdre un instant et hurle à nouveau. C'est alors que Rudo comprend que le fou ne mentait pas quand il a dit qu'il allait utiliser son propre poison sur lui-même, ce qui signifie que l'arme de Rudo est maintenant inutile puisque le talisman ne réagit qu'à l'hostilité et l'inconscience de Jabber l'efface. Rudo se demande juste quelle expérience et quelle volonté cet homme fou possède, puis il s'arrête et se demande s'il n'est pas en fait un pur masochiste. Rudo se souvient comment des brutes l'avaient un jour traité de masochiste en le frappant, et après leur départ, il était allé directement voir son père pour demander ce que le mot signifiait, et maintenant, avec Jabber qui se remet sur pied malgré avoir été assommé, Rudo commence à se demander s'il est vraiment un de ces masochistes, alors que Jabber le charge, le forçant à peine à tenir bon et à se défendre. Alors que le fou le domine complètement et est sur le point de lui enfoncer les lames aiguisées de son visage, une tige arrive soudainement en tourbillonnant et projette Jabber au sol, le clouant, et Rudo reconnaît instantanément l'arme comme étant celle de Zenka avant que l'homme lui-même n'apparaisse, insistant sur le fait qu'il ne sera pas abattu si facilement et dit à Rudo de se préparer pour un tag. Rudo recule à côté de Zenka et lui fait remarquer qu'il a l'air de tenir à peine, mais Zenka balaye ça d'un revers de main disant qu'il va bien et lui dit d'arrêter de le sous-estimer. Il ajoute ensuite qu'il serait peut-être temps que Rudo commence à utiliser les pouvoirs de son instrument vital puisque les choses se corsent. Rudo soutient que le vrai problème est que sa capacité ne fonctionnera pas sur le fou dans son état inconscient et en ce moment, il esquive à peine les attaques. Quand Zanka demande son instrument vital ne fonctionne que sur l'hostilité, notre garçon est pris au dépourvu et se demande comment il a même su cela. Zanka explique qu'il a observé et analysé le combat depuis le début, lui rappelant qu'il est son tuteur après tout. Cela dit, Zanka commence à penser que si Rudo ne peut pas attaquer, lui en revanche a été immobilisé. Cela donne une idée à Zanka et l'homme demande à Rudo de le laisser le frapper. En entendant cela, le garçon se demande s'il aime frapper quelqu'un comme Jabber. Mais Zanka explique que ce n'est qu'une expérience. Le garçon demande quel est exactement son problème, alors Zanka explique qu'il veut voir si son instrument vital s'activera s'il le frappe et le déplace à l'endroit où il veut être. Si cela se produit, alors il pourra utiliser son long bâton pour déjouer le fou. Rudo souligne qu'il sera frappé sans raison si ça ne marche pas et Zanka répond que c'est juste dommage. Juste à ce moment, Jabber se libère du bâton et fonce droit sur eux, détruisant un épais pilier d'un seul coup de ses griffes. Pendant qu'il s'écarte, Zanka ordonne à Rudo de s'assurer que les griffes ne le griffent pas, car même le moindre contact le laissera se tordant sur le sol. L'arme cassée énerve Zanka et Rudo se moque de lui. Entendant cela, Zanka fait comprendre que Rudo l'avait cherché et saute sur le garçon pour le frapper, mais l'œil omniscient le fige en plein air et le jette droit sur Jabber, lui permettant de projeter le gars contre le mur suivant. Le duo de nettoyeurs regarde sous le choc comment cela a même fonctionné, mais Rudo était en colère que Zanka ait vraiment essayé de le blesser. Son professeur fait passer ça pour une expérience nécessaire et puis il réalise qu'ils vont former une excellente équipe et a hâte de se donner à fond et de s'amuser vraiment. Alors que Jabba se lève et charge à pleine vitesse, Zanka se prépare à fracasser la tête de Rudo comme une pastèque. Cela permet au garçon d'utiliser son pouvoir pour l'envoyer voler droit sur le boss, écrasant le gars durement au sol. Zanka est impressionné par la portée mais il dit à Rudo d'être un peu plus doux. Rudo répond que la douceur n'existe pas dans son vocabulaire et il court droit sur Zanka qui est furieux et prêt à le frapper une fois de plus. Comme avant, Rudo le propulse à une vitesse folle sur le pauvre boss. Mais même si Jabber essaie de contrer, il est de nouveau repoussé. Mais Zenka enchaîne impitoyablement avec un autre coup qui envoie le gars au plafond, puis il essaie d'aller chercher un coup de grâce satisfaisant. Mais avant qu'il n'atterrisse, Rudo le tord pour prolonger la souffrance. Cette troisième attaque projette Jabber contre le mur si fort que le fou reprend enfin conscience et dit bonjour à Monsieur Bat-Attitude, qui le fracasse contre le béton dur. Après cela, Zanka atterrit et recule car le vol constant l'a épuisé et maintenant tout son corps lui fait mal. Au même moment, le pouvoir de Rudo s'éteint et le porte-bonheur de Gris s'effrite en poussière. Voyant cela, Rudo est triste d'avoir perdu la chose précieuse que Gris lui avait confiée et se demande ce qu'il doit faire maintenant. Alors que Zanka pense que les instruments vitaux qu'il fabrique ne durent peut-être qu'un temps limité, Rudo se met soudain à trembler et à s'étouffer avant de s'effondrer au sol. En regardant de plus près, Zanka voit une égratignure sur son dos, et quand il se retourne, il voit Jabber se poignarder avec sa griffe gauche comme avant. Le boss marche nonchalamment vers Rudo. Alors Zanka demande avec confusion comment il peut encore bouger après avoir été battu comme ça, pensant que sa griffe gauche peut guérir les blessures. Mais Jabber explique que ça ne guérit absolument pas les blessures, mais ça enlève la douleur. Jabber admet qu'il n'aurait jamais pensé être acculé à ce point, et le remercie de lui avoir offert une telle expérience de combat.
Il soutient que le poison sur ses griffes droites ne fonctionne sur lui que pendant environ 10 minutes puisqu'il y est habitué, mais pour Zanka, il devrait durer environ 30 minutes et par conséquent, il lui donne une autre dose, ce qui rend Zanka inconscient une fois de plus. Il marmonne que s'il échoue à atteindre son véritable objectif d'enlèvement, il finira juste par se faire gronder. Le raider ramasse ensuite Rudo et l'emporte, tandis que Zanka reste là impuissant à regarder. Alors que Jabber court avec Rudo, il se souvient brièvement de ses osbires mais les oublie tout aussi vite, tandis que Rudo lutte pour bouger mais n'y parvient pas. Le garçon s'inquiète qu'à cause de lui, Gris et les autres aient été blessés. Jabber sourit et bondit, mais il réalise qu'ils sont soudainement dehors au lieu d'être toujours dans un bâtiment. En regardant autour de lui, il aperçoit Rio debout avec ses ciseaux, et avant qu'il ne puisse réagir, un parapluie le frappe et le repousse, le faisant lâcher Rudo. Engine intervient, disant qu'ils ont du nettoyage à faire, tandis que le raider gît là assommé. Engine explique que le bâtiment est enterré profondément en dessous et qu'ils ne peuvent pas utiliser le collier là-bas pour contacter l'extérieur. Ils réprimandent le raider pour avoir délibérément piégé leurs amis sous terre afin de couper la communication. Heureusement, les soutiens qui s'étaient échappés plus tôt, y compris Tom, ont réussi à trouver son téléphone portable dans la ville la plus proche et à appeler des renforts, car sinon personne n'aurait rien remarqué. Tom soutient que Gris et Zanka devraient toujours être là-bas et s'inquiète qu'ils soient partis depuis trop longtemps, mais Engine leur dit d'arrêter de s'inquiéter car ces deux-là ne sont pas si faibles. Il charge la fille de prendre quelques soutiens et de descendre les vérifier pendant qu'il s'occupe du raider. Jabber l'interrompt, arguant qu'il est méprisé comme une ordure jetable et affirme que tout cela l'excite. Engine a de la peine pour le pauvre Rudo, qui a été coincé à combattre un fou si étrange tout le long, et les autres nettoyeurs se mettent en colère contre Jabber pour avoir blessé leurs amis. Engine avertit le méchant qu'ils ne le laisseront pas s'en tirer si facilement, mais Jabber semble insensible et insiste sur le fait qu'il a le devoir de ramener Rudo à la maison, disant que même s'il veut courir, ce n'est tout simplement pas une option. Juste à ce moment, Jabber est étreint par derrière par une fille nommée Tony, qui lui dit qu'il est temps pour lui de rentrer avec un regard glacial. Il réplique et dit à la naine de dégager de sa vue parce qu'il ne veut pas rentrer pas avant d'avoir Rudo avec lui, tandis qu'elle fait calmement remarquer que des renforts de nettoyeurs arrivent d'une minute à l'autre. Engine reste stupéfait de savoir d'où elle est même venue. Frustré, Jabber lui crie qu'il ne peut pas partir juste après que le plaisir ait commencé, mais il se tait quand elle dit que leur chef avait un grand sourire sur le visage. Les os de son corps craquent alors qu'il essaie de se libérer de force, mais la prise de la fille est plus forte. Après avoir lutté un moment, il abandonne finalement et affiche un grand sourire niais à tout le monde, s'excusant qu'il soit dommage de devoir rentrer à la maison alors que les choses commençaient tout juste à s'échauffer. Tandis que Rio est choqué de voir une bouche d'égout dans le mur derrière les deux, Jabber prend une seconde pour complimenter Rudo d'avoir livré un très bon combat pour son habitant de la sphère, pensant que le garçon est probablement dans le coma à cause du poison. Jabber dit à Engine de lui transmettre ses salutations, mais cela le choque complètement quand il voit Rudo bouger dans son état. Rudo jure que ce n'est pas fini tant qu'il ne l'a pas remboursé pour le porte-bonheur de Grise, et son esprit combatif enflamme le gars. Mais quand l'homme regarde le motif sur les gants de Rudo, il est surpris de voir que le garçon a aussi quelque chose de la série. Il trouve la coïncidence folle et dit que son patron sera très heureux d'entendre parler des gants. Sur ce, il promet qu'il sera bien plus préparé la prochaine fois qu'il viendra le chercher et lui dit de bien prendre soin de ses gants avant d'entrer dans le portail. Après cela, la bouche d'égout disparaît dans l'air et laisse tout le monde stupéfait tandis que Rudo se demande silencieusement ce qu'est même cette série. Plus tard, l'équipe médicale arrive et Rudo se précipite vers Grise quand il le trouve l'air d'avoir connu des jours meilleurs. Son mauvais état met Rudo en larmes et le garçon s'excuse d'avoir cassé son précieux porte-bonheur. L'homme répond que cela signifiait beaucoup pour lui, faisant sentir Rudo encore plus mal de l'avoir réduit en poussière, mais Grise continue en disant qu'il est content que Rudo ait pu survivre grâce à cela. De retour au QG des nettoyeurs, Engine s'assied à côté de Rudo qui a l'air abattu et lui demande ce qu'il fait. Rudo ne répond pas, alors Engine dit au garçon Yifir qu'il a finalement compris comment utiliser son instrument vital et lui fait un petit compliment. Mais Rudo crie soudain que Grise a été gravement blessé et qu'il ne sait pas comment lui faire face après tout ce qui s'est passé. Il admet avec regret qu'il n'a jamais pu aider personne sur la sphère, il se sent tout aussi inutile quand ça compte maintenant dans le souterrain. Rudo se maudit, pensant qu'il ne pourra jamais changer de toute sa vie. Entendant cela, Engine lui dit calmement que Grise était prêt à risquer sa vie pour ses camarades, donc il n'a pas protégé Rudo parce qu'il était spécial. Il l'a protégé parce qu'il croyait en Rudo. Cela dit, Engin lui dit d'arrêter de se plaindre et d'aller parler à Grise à l'hôpital. À l'hôpital, la mâchoire de Rudo tombe au sol quand il voit Grise avoir l'air parfaitement bien et l'homme le félicite avec un grand sourire d'avoir éveillé son pouvoir. Rudo n'en croit pas ses yeux et regarde à nouveau. Engine éclate soudain de rire quand il réalise que Rudo était déprimé parce qu'il pensait que Gris avait passé l'arme à gauche et il continue de tapoter le gamin innocent qui meurt maintenant de honte. Rudo crie à Gris que n'importe qui aurait supposé qu'il était mort après avoir subi une blessure aussi grave. Cependant, Gris explique qu'il a survécu grâce à l'équipe médicale des nettoyeurs et la vraie sauveuse était la fille timide debout à côté de son lit. Puis Gris présente Isha, la seule donneuse dont le pouvoir l'aide à guérir les autres.
En l'entendant parler d'elle, la fille est gênée et insiste qu'elle n'a eu que de la chance. Eunjun explique qu'elle est super timide et ne supporte pas les compliments, et Gris le prouve en la remerciant encore d'avoir sauvé sa vie, ce qui la fait rougir comme une tomate. Après cela, il dit à Fowl qu'il ne devrait pas se sentir coupable non plus, car il l'a aussi sauvé de l'attaque mortelle du Raider. Ces mots gentils émeuvent le jeune soutien aux larmes, puis il se tourne vers Rudo pour lui rendre hommage d'avoir donné une bonne raclée au Raider avec Zanka. Après cela, Gris continue en disant à Ruto d'oublier son porte-bonheur car il l'a donné avec plaisir, sachant que Ruto peut en apprécier la vraie valeur. La culpabilité de Ruto s'estompe en entendant cela et il dit qu'il est content que Gris ait survécu. Puis Enjin dit à tout le monde que le combat entre les Raiders et les nettoyeurs a commencé, donc les bêtes d'ordures ne seront plus leurs seuls ennemis sur le champ de bataille. Au moment où il révèle qu'il a de nouvelles informations, un homme énorme entre dans la pièce et dit qu'il semble que les Raiders soient aussi après la sphère. Quand Rudo lui demande vivement qui il est, Enjin répond tranquillement qu'il est le chef. Il faut une bonne minute à Rudo pour réaliser que le patron se tient juste devant lui. Le chef s'excuse auprès de Rudo d'avoir été absent à son arrivée, puis il se présente comme étant Arca Corvus. Il soutient que même s'il n'en a pas l'air, il reste le chef et explique qu'au début, il pensait que Rudo ne restait avec eux que pour des informations, et si ça avait été le cas, il ne l'aurait certainement pas gardé. Mais il admet apprécier la façon dont Rudo a risqué sa vie pour ses amis et reconnaît qu'il a la force d'apporter une réelle contribution à l'équipe. Pour cette raison, Corvus l'accepte volontiers dans le groupe et lui dit de le rejoindre à son bureau, où il lui a déjà préparé un uniforme et une mission. Quand Rudo arrive, Corvus lui explique l'existence d'une frontière entre le sol et la sphère où quiconque tente de la traverser est destiné à mourir. Tandis que Rudo enfile son nouvel uniforme, le chef lui raconte l'histoire d'une femme qui vivait dans la zone interdite, la région la plus proche de cette frontière. Un jour, elle a sauvé un voyageur égaré qui lui a demandé ce qu'elle faisait là, et elle a répondu qu'elle passait ses journées à regarder les esprits tomber d'en haut. Au fil des ans, elle affirmait avoir vu des gens capables de traverser la frontière dans les deux sens sans mourir. En entendant cela, Rudo réalise qu'il doit trouver ces gens pour apprendre comment ils ont réussi un tel exploit et enfin comprendre pourquoi il n'est pas mort en tombant. Quand Corvus lui demande s'il compte rester ou partir, Rudo serre les dents et répond avec certitude qu'il va y retourner. La porte s'ouvre brusquement et Enji entre, s'enthousiasmant de voir Rudo porter l'uniforme. Plus tard, Rudo tente de se faufiler vers la zone interdite, déterminé à trouver la femme et à recueillir des informations, mais Follow essaie de le retenir, le suppliant d'arrêter. Rudo, cependant, refuse d'attendre car tout ce qu'il veut, c'est trouver le chemin du retour le plus vite possible. Enjin intervient et lui dit de se calmer, affirmant que s'il veut vraiment y aller, il devrait au moins se préparer d'abord. Il demande à Rudo s'il compte y aller sans recueillir d'informations ni tester ses pouvoirs, se demandant s'il a une sorte de désir de mort. Enjin essaie de lui faire comprendre qu'il doit connaître ses faiblesses et ses limites, et quand Rudo lui demande s'il l'accompagnera, Enjin répond oui et l'avertit qu'y aller seul serait du pur suicide. Alors que Rudo pense qu'Enjin y est allé seul autrefois, Enjin lui-même explique qu'en plus de la chasse, les nettoyeurs doivent aussi recueillir des informations sur les bêtes déchets et les pillards. Rudo se plaint que des gens aussi terribles que les pillards puissent devenir des donneurs, mais Enjin lui dit clairement que tout le monde n'est pas gentil ou attentionné. Il explique qu'il y a des hommes beaux qui jettent leurs affaires sans y penser et des hommes à l'air rude qui prennent soin de ce qu'ils possèdent. Il précise qu'être un donneur n'a absolument rien à voir avec le fait d'être bon ou mauvais. Rudo baisse la tête, sombre, se demandant s'il a fait quelque chose de mal, mais il ne peut toujours pas pardonner aux gens qui l'ont envoyé ici. Enjin lui dit alors de se reposer pour la journée. De retour dans sa chambre, Rudo s'ennuie à mourir et souhaite pouvoir faire quelque chose d'amusant, comme plonger dans les bennes à ordures, quand Ryo débarque soudainement et lui propose avec enthousiasme une visite du QG. Elle lui montre la salle de sport, la cafétéria, même les toilettes des hommes, on ne sait pourquoi, puis explique que si l'endroit a l'air délabré, les gens ici lui donnent vite envie. Mais Rudo rétorque que la vie sur la sphère était bien plus animée, et lui dit qu'il passait chaque jour à sortir avec Recto, à trouver des trésors dans les ordures, et à se faire engueuler par la police. En entendant cela, Ryo dit qu'il y a plein de gens ici, qui l'engueuleraient volontiers aussi, puis elle change de sujet pour parler de nourriture, lui demandant s'il a déjà goûté des sucreries. Rudo est choqué d'entendre le mot sucrerie, car c'était quelque chose que seuls les riches pouvaient manger, mais Ryo se vante qu'ils ont aussi de bonnes choses ici, en bas. Après cela, les yeux de Rudo manquent de sortir de leurs orbites quand il voit les bonbons brillants que les nettoyeurs achètent à des gens appelés viandiers, et il dit à Enjin qu'il n'en a jamais goûté de sa vie. Enjin répond que si les choses coûteuses sont différentes en haut dans le monde souterrain, il y a plus de demandes pour les bonbons que pour les drogues, donc il serait intelligent de ne pas devenir accro. Tandis que Ryo bave devant une assiette entière de douceur, Enjin explique que les viandiers recrutent donc des cuisiniers de premier ordre, donc leurs bonbons sont encore meilleurs que sur la sphère. Ensuite, Ryo tente Rudo de goûter et il porte lentement un morceau à sa bouche, tremblant d'excitation. À ce moment-là, l'âme de Rudo monte presque au ciel et il commence à dévorer les bonbons comme le monstre des cookies, car c'est tellement bon que ses mains bougent toutes seules.
Voyant cela, Anjin l'avertit de ralentir ou il va prendre du poids, mais ce qui l'arrête finalement, c'est un regard glacial venant d'un enfant suçant une tétine. Le regard dans ses yeux fait se demander à Rudo s'il est aussi après ses sucreries, alors il se force à donner une sucette à son compagnon amateur de douceur, mais l'enfant la lui arrache de la main et ordonne grossièrement à Rudo de lui en donner une autre, ce qui lui tape vraiment sur les nerfs. Plus tard, Senka surprend Anjin et Ryo parler de l'addiction de Rudo aux bonbons, mais il décide d'ignorer cela jusqu'à ce qu'il voit une boule de graisse se faufiler hors de l'embrasure de la porte devant lui. Il crie qu'il y a un intrus pour réaliser ensuite que c'est Rudo devenu diabétique. Le lendemain, dans la salle d'entraînement, Rudo a du mal pendant le test pour confirmer s'il peut utiliser son pouvoir à volonté et se demande pourquoi il n'y arrive pas, même après s'y être habitué. Zanka lui apporte un tas de déchets et lui dit de choisir ce qu'il veut pour réessayer. Rudo ramasse un morceau de métal triangulaire et y déverse son pouvoir. Et cette fois, ça marche vraiment, l'objet grossit un peu. Anjin admet que Zanka avait peut-être raison et lui donne du crédit en tant que tuteur. Zanka suggère alors que Rudo essaie de transformer plusieurs choses en armes à la fois, et à leur surprise, ça marche. D'abord avec une théière, puis avec une poupée, mais juste au moment où Rudo sort le troisième objet, son nez commence à saigner et il s'effondre au sol. Anjin souligne que la même chose s'est produite auparavant quand son nez a saigné, ce qui signifie que les gants sont peut-être de trop bonne qualité pour que son corps puisse les supporter. Il explique que plus on prend soin des choses, meilleures elles deviennent, et plus grand est le pouvoir qu'elles peuvent contenir. Il ajoute qu'outre le pouvoir, la capacité reflétée dépend aussi des pensées et de l'expérience de l'utilisateur. Zanka suppose que Rudo a dû s'occuper de ses gants depuis son enfance, ce qui explique leur qualité, bien qu'il se demande toujours s'ils peuvent vraiment avoir un tel impact sur son corps. Cette pensée le met mal à l'aise alors qu'il commence à réfléchir à des choses sérieuses concernant les objets. Rudo rétorque que si c'est vrai, alors pourquoi les choses qu'il transforme en armes finissent-elles toujours par périr? Pourtant, quand celles qu'il vient de créer restent intactes, il suggère qu'il pourrait y avoir une limite de temps sur elles. Ryo prend alors la parole et dit que c'est peut-être parce que ces choses n'avaient aucun regret. Elle sourit et lui dit que sa capacité semble tirer le maximum de valeur des choses qui ont été jetées, puisque Rudo les utilise à nouveau, ces choses remplissent leur but, et Zanka ne pouvait qu'être d'accord en soulignant comment le talisman s'effrite une fois que Rudo ressent un soulagement après le combat. Anjin dit que Rudo n'a pas cassé le talisman de Grise, ni aucune arme qu'il fabrique. Mais au lieu de cela, Rudo utilise ce qui reste et pousse leur valeur au maximum. En regardant ses gants, Rudo réalise que son pouvoir n'a jamais été de détruire des choses en premier lieu. Ryo exprime alors ce que Zanka a en tête, mentionnant comment le pillard affirme que les gants font partie d'une série, ce qui leur fait croire qu'il pourrait y en avoir d'autres, comme eux. Tandis que Rudo se demande pourquoi Ryo suggère qu'il devrait leur donner un nom puisqu'ils ont déjà nommé les leurs et Anjin est d'accord. Pendant ce temps, Tony et Jabber retournent auprès de leur chef qui commence à parler à Thor et à travers d'un hôtel du désert, d'une série d'équipements et d'une série des gardiens qu'il semble lui-même porter. Mais c'est ici que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine fois.